Bonjour à tous, bienvenue sur Fait Main, le podcast de la communauté Do It Yourself qui part à la rencontre des entrepreneuses créatives. Je suis Mélanie, la créatrice de ce podcast, et je vous retrouve avec un plaisir non dissimulé pour ce nouvel épisode. J'ai déjà reçu des aquarellistes, des créatrices qui travaillent le tissu, le papier ou le fil, des illustratrices. Mais aujourd'hui, c'est un épisode spécial autour de Pinterest, avec une experte de l'outil, Cécilia de Digitoucan. Cécilia a lancé son activité autour de Pinterest il y a 1 an, après avoir beaucoup utilisé l'outil dans le domaine du tourisme, car elle est passionnée de voyage. Et elle a d'ailleurs choisi de se reconvertir après un voyage de 2 ans en Amérique du Sud, tout en continuant à explorer un maximum, car elle est maintenant digital nomade. Donc c'est en fait son activité en ligne qui lui permet de vivre là où elle le souhaite et de bouger au gré de ses envies. Sympa, hein ? Alors, je suis sûre que vous connaissez tous Pinterest, car vous y puisez très certainement de l'inspiration et vous irez rechercher des contenus pour de la déco, du do-it-yourself, des recettes de cuisine, etc. C'est une plateforme sur laquelle on vient pour passer à l'action. Mais pour beaucoup d'entre nous, l'utilisation de Pinterest à des fins professionnelles est un peu obscure. Cécilia va donc nous aider à mieux comprendre la plateforme, à savoir si c'est pour nous ou pas, et à se lancer. Donc si vous pensiez que Pinterest est un réseau social, qu'on peut créer une bonne fois pour toutes ses tableaux et ses épingles et roule ma poule, et si vous ne voyez pas comment Pinterest peut être utile à vos créas, cet épisode est pour vous. Et écoutez bien jusqu'au bout, j'ai une petite news à partager avec vous. Bonne écoute. Bonjour Cécilia, je suis super contente que tu aies accepté mon invitation. Bienvenue dans le podcast Fait Main. Merci à toi Mélanie. Alors Cécilia, tu es une experte en marketing sur Pinterest. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, s'il te plaît ? Tu as très bien résumé ce que je fais la majeure partie de la journée. En effet, c'est ce que je réalise, c'est que je donne donc des conseils, j'oriente des personnes sur comment développer son compte Pinterest à des marques, à des créateurs qui connaissent Pinterest mais qui savent pas forcément comment le développer professionnellement. Donc c'est ce que je fais aujourd'hui, c'est ce que je propose à travers des coachings sur mesure ou encore des prestations. Donc voilà, moi mon rôle c'est de guider les personnes à développer leur compte correctement et efficacement sur Pinterest. Bien sûr, l'idée c'est de gagner du temps et voilà, d'analyser et de voir, d'accompagner la personne. Génial. Et donc ça fait une grosse année que tu fais ça à peu près ? Ouais, c'est ça, exactement. Ça va D'accord. faire 1 an en septembre. Très bien. Et alors, tu faisais quoi avant ? Avant de me lancer à mon compte, donc je viens du milieu du tourisme, donc rien à voir peut-être. Avant ça, donc j'ai été formée pour être accompagnatrice de voyage, guide, et ensuite j'ai été consultante développement durable auprès d'un organisme semi-public. Donc vraiment, ça c'est pas vraiment rapport à ce que je fais aujourd'hui, mais l'idée, en tout cas, pour moi, je trouve des similitudes dans le sens où je suis toujours là en train d'aider et d'accompagner les autres et de partager un savoir. Moi, je pense que c'est ça, en fait, mon truc, c'est d'explorer un domaine et finalement le partager, transmettre, en fait, ma passion sur un sujet en particulier et de le transmettre aujourd'hui à mon compte, comme tu l'as indiqué, sur Pinterest. Génial. Et alors, comment ça t'est venu Pinterest ? C'est à force de travailler justement sur Pinterest pour cette activité touristique ? À vrai dire, oui et non, parce que donc j'ai aussi la casquette de blogueuse voyage. Et en fait, je voyais les autres blogueurs dire oui, c'est génial, Pinterest, ça me ramène beaucoup de trafic et tout ça. Donc ça a attisé ma curiosité, surtout que j'étais pas forcément, je n'étais pas très attirée à ce moment-là par Instagram. Donc je me suis dit pourquoi pas Pinterest. Et je voyais vraiment un réseau social. Je voyais bien que c'était un réseau social complètement différent. Et donc j'ai voulu l'adopter. Et en fait, c'est finalement en penchant dessus que je suis devenue complètement accro en fait à ce réseau. Ah, finalement, on va en parler. Hein, c'est pas vraiment un réseau social, à ce moteur de recherche visuelle. Et finalement, je me suis tellement penchée sur la question que je me suis dit mais pourquoi pas en fait au bout d'un moment expliquer c'est ce que j'ai appris, ce que j'ai aussi testé. Et puis c'était aussi un moment pour moi de reconversion puisque je revenais d'un voyage de 2 ans en Amérique du Sud et je me suis dit pourquoi pas me mettre à mon compte et voilà, c'est venu voilà
de cette façon, comment je suis arrivée à me spécialiser sur Pinterest. Et aussi peut-être un autre élément de réponse, c'est que il y a beaucoup de spécialistes Instagram. Je pense que c'est beaucoup plus monnaie courante. Et je me suis dit, mais pourquoi pas Pinterest? C'est vraiment un réseau que j'apprécie beaucoup. Et voilà, j'ai décidé de me spécialiser uniquement sur Pinterest. D'accord, c'est super. Et alors du coup, sur Instagram, t'as appris à un peu plus à l'aimer ou vraiment t'as du mal avec Insta et t'es vraiment que Pinterest? C'est une très très bonne question. Écoute, moi, c'est avec Instagram, c'est je t'aime, je ne t'aime plus. C'est-à-dire qu'il y a des jours, je vais adorer ça parce que c'est vraiment une plateforme pour moi où j'échange en fait avec mon audience tout simplement. Donc pour moi, c'est donner des petits tips, orienter la personne ou vraiment échanger sur les problématiques de mon audience. Donc pour moi, c'est vraiment une plateforme de je l'utilise comme une plateforme de communication, d'interaction. Mais par contre, Pinterest, je vais davantage l'utiliser pour distribuer mon contenu. Ouais, d'accord. Donc voilà, on voit déjà deux objectifs complètement différents par rapport à la plateforme. Je vais aussi en parler certainement par la suite. Et donc c'est de cette façon que j'utilise Instagram. Je sais pas si je réponds à ta question. Donc oui, ça va mieux. Je suis un peu guérie avec Instagram, mais avec parcimonie toujours, parce qu'on peut pas non plus être partout. Je suis aussi également sur LinkedIn pour une autre cible, donc je peux pas non plus être partout. Ouais, c'est ça. Et à un moment donné, les journées ne font que 7 heures de travail ou 24 heures en tout, mais c'est ça. Il faut se concentrer un peu sur sur des choses précises. Alors Cécilia, il y a un vocabulaire assez particulier sur Pinterest. On parle d'épingles, de tableaux. Est-ce que tu peux nous décrypter un petit peu tout ça? Ouais, bien sûr. Donc les épingles, en effet, donc les épingles, ça équivaut finalement à une publication sur Instagram. C'est pour vous donner un repère, une épingle. On dit aussi un pins en anglais, comme Pinterest. Donc ça, c'est une épingle. Ensuite, une épingle, on va l'épingler, non pas publier, l'épingler sur un tableau. Donc c'est-à-dire qu'un tableau, finalement, c'est comme imaginez votre bureau. Vous avez des dossiers et des fichiers. Ce fichier, c'est l'épingle. Vous allez le ranger dans un dossier. Le dossier, c'est le tableau. Et le dossier est rangé sur votre bureau, par exemple. Votre bureau, c'est votre profil Pinterest. Donc ça, c'est le petit côté Pinterest. Il faut comprendre le jargon finalement de l'écosystème finalement de Pinterest. On peut parler aussi de réépinglage, de resave. Ça veut dire que votre épingle a été réépinglée, c'est-à-dire que on a bien aimé, on a apprécié votre épingle, mais on a décidé de la réépingler dans un tableau. Par exemple, l'utilisateur a réépinglé dans un de ses tableaux, tout simplement. Et donc, on parle de réépinglage. D'autres mots autour de Pinterest, par exemple, au niveau des statistiques, on va parler de clics, on va parler de close-up. C'est le fait, en fait, que l'épingle, que l'utilisateur va appuyer sur l'épingle, va l'ouvrir, elle va s'afficher en grand sur son téléphone et va repartir. Elle va quitter l'épingle, elle va faire machine arrière. Ça, c'est un close-up. On va avoir aussi des interactions, notamment sur le contenu vidéo maintenant des épingles vidéo. Donc là, c'est des petits cœurs, une petite lampe, une petite étoile, etc. Et on va avoir aussi les commentaires. On a aussi des commentaires sur Pinterest. Et là, sur le Do It Yourself, je suis vraiment regarder les épingles Do It Yourself. Je suis sûre qu'il y a des personnes, peut-être même sur vos épingles, sur vos propres épingles, qui ont dit « Ah, mais j'ai testé ton tuto, c'était génial », comme on peut le voir finalement aujourd'hui sur Pinterest, sur Instagram. « Ah, mais c'était génial, je l'ai testé, merci beaucoup ». Et il y en a qui vont même prendre la peine, finalement, de prendre cette photo, de prendre une photo de leur création et de la partager en dessous de l'épingle en question. Et donc, pour vous, c'est juste génial parce que c'est une source d'engagement. Mais ça, c'est une source aussi donc ça s'appelle commentaire, tout simplement, ou en anglais c'est try it, try on. Voilà pour le jargon. Est-ce que tu vois d'autres questions autour du jargon de Pinterest? Non, je pense que tu as fait le tour. Alors, quand tu parlais de ça, je me suis aussi posé la question des messages, la fonctionnalité des messages. Oui. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Parce que ça, c'est assez récent, il me semble. Et par contre, alors, je vois pas bien l'intérêt, en fait. Mis à part que il y a des personnes qui vont t'envoyer un message en te disant est-ce que tu veux... elles vont t'inviter sur leur propre tableau. Est-ce que c'est bien ça? Alors,
Ça, en effet, ça c'est les tableaux collaboratifs où en effet Pinterest t'envoie une notification pour te dire que une personne serait intéressée de partager un sujet avec toi, un centre d'intérêt que vous puissiez épingler, par exemple autour de l'aquarelle, dans un tableau collaboratif. Ce qui est possible de faire. En fait, ces tableaux collaboratifs ont été conçus pour les utilisateurs. Imaginons, on va essayer de le penser en dehors du marketing, on va dire. On va le penser pour les utilisateurs, c'est-à-dire qu'un tableau collaboratif, ça permet par exemple pour une famille, des amis, à se réunir autour d'une thématique et se dire, voilà, pour le mariage, imaginons. Pour le mariage, moi, je vais inviter mon conjoint sur un tableau et on va faire tous les deux, on va répertorier finalement, référencer et épingler un certain nombre d'épingles sur ce tableau. D'accord. Donc ça, c'est un tableau collaboratif et en effet, ça t'envoie une notification et ça te dit, voilà, ces personnes aimeraient vous voir sur ce tableau. Ensuite, on a les messages, tout simplement, la messagerie, qui est quand même assez peu utilisée. J'ai pas le chiffre, Pinterest ne veut pas me le donner, mais qui est assez peu utilisée parce que finalement, Pinterest, faut le voir comme quand même un outil très personnel. C'est-à-dire que, est-ce que aujourd'hui vous connaissez le Pinterest d'une amie? Il y a très très peu de chances. Et donc, c'est vraiment un outil de planification personnelle, d'inspiration. Et donc, on sera peut-être moins amené à le partager et donc peut-être moins aussi d'échanges. Même si aujourd'hui, Pinterest, clairement, il a envie d'un peu plus d'interaction. On le voit aujourd'hui avec la mise en place des interactions sur les épingles vidéo et aussi avec les commentaires au-dessous des épingles. Mais ce n'est pas la messagerie d'Instagram, par exemple, ou de Facebook, de Messenger, etc. Ouais, ça marche. Il y a quand même moins ce côté effectivement social, quoi. D'ailleurs, c'est pour ça que c'est pas une plateforme sociale et que ça reste un moteur de recherche visuel. Oui, tout à fait. Ce n'est pas un réseau social. C'est vrai que j'aime le dire, que c'est pas un réseau social, c'est un antisocial presque. Ouais. Ça l'est quand même, mais ça l'est beaucoup moins que sur d'autres plateformes, clairement. Et ce qui est intéressant aussi de noter, c'est que je sais pas si vous avez ce même sentiment que moi, mais quand vous êtes sur Pinterest, c'est autre chose que sur Instagram. C'est-à-dire que sur Pinterest, on garde ça pour soi, c'est un moment pour soi. On va regarder, vraiment, on va se laisser guider pour trouver des choses, pour trouver des informations, etc. Alors que sur Instagram, tu vois, c'est ok si quelqu'un regarde en même temps que moi mon même si c'est personnel, mais c'est un peu plus ok. C'est vraiment autre chose en fait. C'est un autre état d'esprit que l'utilisateur a sur Pinterest. Ouais, ça marche. Alors, tu accompagnes donc a priori plutôt à la fois des professionnels et des créateurs qui sont plutôt en entreprise unipersonnelle, en micro-entreprise, etc. Donc à la fois des structures un peu établies et à la fois des plus petites entreprises. Oui, c'est ça, exactement. Pour les marques un peu plus établies, comme ce que tu viens de dire, c'est plutôt, on est sur de la stratégie, sur l'accompagnement peut-être à un plus long terme, alors qu'avec les indépendants, je vais plus les orienter vers un coaching ou la formation tout simplement pour qu'ils puissent être par la suite autonomes sur Pinterest. Ouais. D'accord, ok. Et alors, nous, donc notre cible sur le podcast Fémin, c'est plutôt des créatrices qui sont toutes seules, généralement, qui font tout elles-mêmes, qui sont à fond Instagram. Mais alors, Pinterest, elles savent pas du tout par quel bout le prendre. Alors, est-ce que tu peux, si on rentre un peu dans le détail, dans le côté un peu pratique de Pinterest, par quoi on commence quand on sait pas bien par où commencer justement? Qu'est-ce qu'on fait de Pinterest aujourd'hui quand on est alors, je vais te donner quelques cas un peu typiques des personnes qui écoutent. Ce sont des personnes qui font des accessoires en couture, qui font de la peinture. Alors, j'ai beaucoup d'aquarellistes parce qu'en plus l'aquarelle c'est très à la mode, très tendance. C'est des personnes qui, je sais pas, comme moi, font peut-être de la carterie. C'est des personnes qui font de l'illustration, qui sont plutôt dans des choses qui se montrent facilement, tu vois, qui sont bien matérialisables. Donc bon, il y a le côté belle photo et tout ça qu'il faut aussi travailler, mais voilà, partons du principe qu'elles ont déjà du contenu de leur production qu'elles montrent sur Insta. Et voilà, l'étape d'après, c'est comment j'arrive à tirer parti de Pinterest pour mon business. Alors, pour un business qui démarre ou alors qui n'a pas encore démarré, mais pour voir un peu si finalement je peux avoir un peu de visibilité, ou alors pour un business bien établi et qu'on veut développer et sur lequel on veut avoir
emmener du trafic vers son site web? Parce que ça, je pense que c'est déjà peut-être le premier point que tu vas nous donner. Oui, en effet, tu as bien raison de souligner plusieurs points. Le côté aspect visuel, tu l'as bien évoqué, c'est un côté vraiment important à retenir, puisque oui, Pinterest, c'est quand même, pour moi, c'est ce que j'aime dire par rapport à Pinterest, c'est que c'est une fusion entre finalement Google et Instagram. Instagram pour le côté interaction, on va voir qu'il y a quand même quelques petites interactions sur Pinterest, et aussi pour le côté visuel, parce que bah voilà, c'est la porte d'entrée, c'est quand même les photographies. Et ensuite côté Google, parce que on utilise Pinterest comme un moteur de recherche. On dit d'ailleurs, Pinterest s'autoproclame comme un moteur de recherche visuelle, comme un moteur d'inspiration, et donc à travers les images. Donc pour moi, c'est un facteur ultra important d'avoir de beaux visuels, d'avoir un certain nombre de contenus. Donc quand je parle de contenu, cela signifie, par exemple, pour les créateurs qui réalisent en effet de l'aquarelle, des illustrations, la broderie, etc., il faut pouvoir montrer ces créations, donc des jolies photos. Ça, c'est clair et net. On peut pas passer à côté. Ensuite, pour répondre à ta question, qu'est-ce qu'il faut faire pour savoir, pour commencer en tout cas sur Pinterest aujourd'hui? Si tu peux plutôt, vous avez en fait un compte zombie, j'appelle ça un compte zombie, c'est-à-dire que vous avez peut-être créé un compte Pinterest pour votre marque, ou alors vous l'utilisez, personnellement pour s'inspirer, pour trouver des idées de création, etc. Mais néanmoins, vous ne l'utilisez pas du tout d'un point de vue professionnel. Tout d'abord, la première chose à faire, c'est de le convertir ou encore créer un compte professionnel sur Pinterest. À savoir que c'est possible aujourd'hui de le convertir son compte personnel en compte professionnel. Qu'est-ce que cela permet? Cela permet d'être dans les règles aussi, parce que théoriquement, Pinterest dit que si vous créez du contenu, si vous vendez des choses sur Pinterest, si vous l'utilisez de cette façon, vous devrez être indiqué comme créateur de contenu de la plateforme. Ensuite, parce que cela permet d'être reconnu aussi sur Pinterest. On permet en fait aux utilisateurs de savoir, oui, c'est un contenu qui a été créé par une marque, un créateur. Et encore, cela permet aussi d'avoir une meilleure distribution de Pinterest. Pinterest reconnaît finalement que vous êtes un contributeur de sa plateforme. Donc pour lui, c'est tout bénef en fait. Il a vraiment envie d'avoir du nouveau contenu, des beaux contenus à proposer à ses utilisateurs. Donc il va mettre en avant ce type de contenu. Et encore, je dirais le petit bonus, c'est de pouvoir accéder aux statistiques que propose Pinterest. Ça marche. Donc ça, voilà, c'est la première chose à faire, si je résume bien, convertir ou créer un compte professionnel sur Pinterest. Et alors si j'ai déjà un compte perso où j'ai des tableaux perso, j'en sais rien, pour une maison, pour de la déco d'enfants, peu importe, enfin tu vois, ou des tutos de couture ou des choses comme ça. Et donc je voudrais me faire des tableaux plus pro pour partager mon propre contenu. Est-ce que je crée un nouveau compte vraiment dédié à mon contenu pro, ou est-ce que j'utilise mon compte perso, alors pour peu qu'il soit aux couleurs de ma marque, etc., enfin que je peux le faire après. Alors peut-être que le nom d'utilisateur, je peux peut-être pas le modifier après. Et je pourrais passer mes tableaux existants, les persos, je les passe en privé, admettons, si je veux pas que ça reste dans le domaine public. Donc tu viens de me dire, et en fait il y a vraiment deux solutions. C'est-à-dire que vraiment, on peut très bien le convertir si tu as donc un certain nombre de tableaux personnels, mais que tu n'as pas envie d'avoir un autre compte Pinterest, que celui-là te va très bien et que tu es d'accord avec ça pour que tes tableaux soient archivés, mais néanmoins accessibles de toute façon sur ton compte Pinterest. Moi, je t'encourage à le faire. Je t'encourage à utiliser le même compte, parce que après c'est l'idée encore d'avoir un autre compte, etc. Donc, je pense qu'on est un peu plus OK par rapport à ça, d'utiliser le même. Quoique d'autres personnes préfèrent justement créer un autre compte Pinterest et se dire que les choses soient bien séparées. C'est ça, et que les choses soient bien séparées. Après, je dirais qu'il y a un autre point à prendre en compte, c'est que parfois, même quand on a un compte perso, si on a une certaine notoriété sur d'autres réseaux sociaux ou son site, on est peut-être déjà reconnu sur la plateforme finalement sans le vouloir. Peut-être qu'il y a des personnes qui vous suivent sur Pinterest avec votre compte personnel. Et dans ce cas-là, si vous pensez que ces personnes-là sont intéressées par votre contenu pro, eh bien oui, dans ce cas-là, pour ne pas perdre ses abonnés, pour ne pas perdre finalement le travail qui a déjà été réalisé,
je vous encourage très fortement à le convertir. Ça marche. Et bon, alors, je vais essayer de faire en sorte que l'épisode dure pas 3 heures, promis. Mais du coup, j'ai plein de questions. Parce que je t'ai déjà écouté dans un podcast précédent. Donc, j'ai pris un petit peu d'avance, entre guillemets. Je crois que tu disais que finalement, c'était pas le nombre d'abonnés sur Pinterest. Franchement, on s'en fout un peu. Alors, excusez-moi l'expression, mais finalement, c'est pas hyper important. J'ai bien retenu ou pas? Oui, super, t'es très bonne élève, Mélanie, je te remercie. Mais d'ailleurs, je fais un petit clin d'œil à Aurélie Moulin qui est passée sur un des podcasts précédents sur Instagram. Elle vous dit aussi que ce n'est pas, bien sûr, ça a une importance, mais ce n'est pas le chiffre le plus important au monde, même si je sais même moi, je regarde de temps en temps mon nombre d'abonnés, mais on va vraiment pas se fixer, on va pas faire une fixette là-dessus, désolée de dire ça comme ça. On va regarder, et encore plus sur Pinterest, sincèrement, regardez plutôt le trafic. Regardez l'interaction que vous avez autour de vos épingles. Sur Pinterest, l'objectif d'être sur Pinterest, peut-être que j'aurais dû l'évoquer dès le départ, l'objectif d'être sur Pinterest, c'est d'obtenir du trafic sur son site. Voilà. Donc, pour moi, le critère number one, c'est le nombre de clics, c'est le nombre de personnes qui passent de Pinterest à votre site internet. Ça, c'est le chiffre qu'il faut suivre attentivement. Et alors, excuse-moi, parce que le chiffre qu'on voit beaucoup sur Pinterest, c'est le nombre de visiteurs uniques mensuels. Parce que celui-ci, il est assez mis en avant sur la plateforme, plus finalement quasiment que le nombre d'abonnés. Mais finalement, le trafic qui est envoyé vers ton site web, est-ce que tu le récupères sur ton outil d'analyse de trafic type Google Analytics ou tu le vois déjà sur l'appli Pinterest? Oui, alors tu viens de souligner donc les visiteurs uniques mensuels qui s'affichent sur le profil. C'est intéressant d'ailleurs parce que, comme tu viens de le dire aussi, c'est que le nombre d'abonnés, il faut le chercher sur Pinterest. Ouais. Il faut vraiment le chercher. Et par rapport aux visiteurs uniques mensuels qui s'affichent sur le profil, c'est vraiment une question très récurrente. En fait, quand on arrive sur Pinterest, on se dit mais c'est quoi ce chiffre? Cette personne a 155 milliers de vues, waouh! Donc qu'est-ce que c'est exactement? En fait, donc en effet, c'est la portée, c'est le nombre d'impressions. Donc c'est même pas des visiteurs, c'est une mauvaise traduction. Je ne sais pas pourquoi ils gardent tel quel. Mais je peux vous dire qu'aujourd'hui, j'ai 75 000 visiteurs uniques mensuels qui est affiché sur mon compte. Je n'ai pas 75 000 personnes qui viennent sur mon site internet. J'aimerais bien, mais ce n'est pas le cas. Ouais, ça n'a rien à voir, ouais. Ça n'a rien à voir. Donc c'est vraiment, il faut bien comprendre ce chiffre en termes d'impression, en termes combien de fois cette épingle a été vue. Et alors quand je dis vue, c'est à peine 2 secondes. Donc concrètement, pour moi, c'est pas non plus très pertinent comme chiffre. Et en plus de ça, c'est le nombre d'affichages par rapport à l'ensemble des épingles que vous épinglez. Donc c'est-à-dire aussi bien vos épingles qui vous appartiennent, dont vous êtes auteur, mais aussi les épingles qui sont appartiennent à d'autres personnes qui vous inspirent, que vous avez épinglé dans vos tableaux. Donc ça, c'est quelque chose à retenir. Donc je m'enflamme pas parce que moi je suis en train de regarder sur mon compte, alors c'est le compte de mon blog Motif Addict, j'ai 260 000 visiteurs mensuels. Donc en fait je m'enflamme pas, faut que je suis pas la reine du pétrole. C'est ça, c'est ça. Et moi je regarde vraiment ce que tu l'as évoqué tout à l'heure, donc Google Analytics. Moi je regarde, je me concentre sur cet outil. Je regarde là, comment les personnes arrivent sur mon site de façon générale, comment elles arrivent via les réseaux sociaux et plus particulièrement sur Pinterest, d'où elles viennent, par quelle épingle, quel type de contenu plaît le plus sur Pinterest. C'est ce genre de statistiques qu'il faut se concentrer. Ouais. Oui, d'accord. Alors, si j'ai pas de site internet, est-ce que ça vaut le coup que finalement je m'acharne ou j'essaye de faire quelque chose de Pinterest? Donc, si j'ai pas de blog, j'ai pas de boutique en ligne, ou alors non, voilà, si j'en ai pas, parce que sinon je pourrais avoir une boutique Etsy, mais finalement, voilà, qu'est-ce que t'en penses de tout ça? Eh bien, écoute, quand je vous encourage à aller sur Pinterest et regarder, vous allez voir plein d'épingles justement par rapport au contenu, aux produits par ailleurs d'Etsy, qui proviennent d'Etsy. Le marché anglophone, il utilise totalement Pinterest avec la boutique Etsy. Et par ailleurs, Pinterest et Etsy travaillent en quelque sorte ensemble, ou dans la mesure où en fait aujourd'hui, si vous utilisez un lien produit de votre boutique Etsy, il va automatiquement
créer une épingle rich product. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? C'est une épingle produit, c'est-à-dire que sur cette épingle, on va pouvoir voir le prix en fait de la création, on va pouvoir voir la disponibilité. Et ça, en fait, via Etsy, ça se fait automatiquement. Sur votre site internet, vous avez une petite démarche à faire aussi pour que les prix s'affichent ainsi que la disponibilité, etc. Mais avec Etsy, ça se fait automatiquement. Donc oui, Etsy et Pinterest sont compatibles. Et d'ailleurs, c'est aussi possible avec d'autres plateformes. Je pense notamment aux plateformes qui proposent l'impression, tu sais, sur des produits. Et en fait, on colle, on donne une illustration. Et l'idée, c'est de produire voilà le produit en question. Ça marche aussi. Ça dépend lesquels, mais j'en ai vu avec plusieurs. En tout cas, ça marche, ça fonctionnait bien. Donc finalement, c'est pas grave si j'ai pas mon propre blog ou ma propre boutique en ligne. Je peux déjà finalement bien faire mon contenu et mes beaux tableaux sur Pinterest, même en ayant qu'une boutique Etsy. Yes, il y a pas de souci. Je dirais juste que voilà, ce qu'on a dit au début, c'est d'avoir quand même un minimum de photos pour pouvoir épingler régulièrement, finalement, comme sur son compte Instagram. Il faut pouvoir quand même l'animer. Donc pour moi, le facteur, c'est avoir un certain nombre de photos, un certain nombre de contenus dans la mesure, là oui, on a un article de blog, on a des articles de blog, un podcast ou autre. Mais oui, c'est avoir des photos ou aussi un minimum de produits parce que voilà, vous allez peut-être vous lasser d'épingler toujours la même chose avec 3 produits, imaginons. Ouais, ça marche. Alors tiens, tu me tends une perche là pour quand tu parles du podcast. Je me suis demandé justement si j'allais pas faire un compte pour mon podcast. Mais alors d'une comme toi, je me dis bon, m'éparpiller. À un moment donné, il faut que aussi je passe du temps à faire autre chose que le podcast. Mais donc du coup, j'étais un peu mitigée sur cette idée de faire, finalement de reprendre les contenus que je produis, mais qui sont essentiellement donc les épisodes du podcast, et puis bon les citations que j'en extrais, etc. Est-ce que tu penses qu'il y a matière à faire un compte Pinterest ou ça n'a pas de sens? Moi, je pense qu'il y a vraiment matière parce que, en fait, on le voit, enfin, les créatives, les créatrices, les créateurs, pardon, eh bien, ils utilisent Pinterest pour leur comme un outil de travail. Donc, en fait, si toi, tu vas parler de création, si tu vas parler de comment vendre ses créations, ou d'une personne, ou d'une méthode, ou, enfin, bref, qui est en lien indirect ou directement avec leur secteur, ils vont finalement, à un moment, Pinterest va leur proposer, tiens, vous avez cherché ça, regardez, on vous propose ce type de contenu. Bon, pour moi, clairement, je pense que ton audience est sur Pinterest. Pour moi, c'est pertinent. Ouais. Bon, ça m'arrange pas. Hein. Parce que là, je vois comment monter dans autre chose. Bon, on verra. Et alors, donc, c'est bon. Je ferme la parenthèse pour mon cas perso. Alors, si je vais quand même reparler d'un cas perso, c'est que moi, sur mon blog, alors je partage des tutos couture et puis des cartes que je fais. Alors, les cartes, ça fonctionne pas du tout, mais alors, pas du tout. Après, c'est pas des tutos, c'est juste je montre les cartes que je fais. Et alors, zéro intérêt, zéro épingle, enfin réépinglage, etc. Il se passe rien. Par contre, les tutos couture, c'est je sais pas, peut-être 70, non, peut-être pas 70, 60% de mon trafic, du trafic sur mon blog qui vient de Pinterest. Est-ce que déjà ça t'étonne, alors, enfin, t'as peut-être pas d'opinion sur le sujet, mais est-ce que c'est pas finalement normal où il y a un type de contenu qui fonctionne bien et l'autre pas du tout? Je dirais que sur Pinterest, quand même, les utilisateurs, faut bien comprendre qu'ils sont là pour s'organiser, pour planifier des choses, et c'est des personnes qui sont dans l'action. C'est-à-dire que contrairement à Instagram, j'aime beaucoup faire la comparaison, c'est que sur Instagram, on est là pour se connecter avec des amis, pour voir ce qui se passe autour de soi, etc. Sur Pinterest, on veut passer à l'action, donc moi, ça m'étonne pas du tout que les tutos marchent du tonnerre chez toi. Puisque c'est quand même un contenu qui est populaire en fait sur la plateforme parce qu'on a envie de faire quelque chose, on a envie de passer à l'action. Après maintenant c'est à toi pour les personnes, je sais pas toi mais moi par exemple si je me décourage à faire je suis très mauvaise en aquarelle ou
quel est le cheminement je peux avoir pour arriver jusqu'à tes produits? Est-ce que j'essaierai d'apprendre et ensuite j'essaierai d'acheter l'un de tes produits? Ou encore, peut-être que oui, en effet, il y a peut-être moins de personnes qui cherchent à trouver le produit final. Ou encore, comment est-ce que tu le mets en avant sur la plateforme? C'est aussi peut-être ça qui joue. Est-ce que tu mets juste une carte et voilà, entre guillemets? Ou alors, est-ce que tu incites la personne à dire, sur l'épingle notamment, et aussi tout ce qui est lié autour de l'épingle, est-ce que tu l'incites à voilà, offrir cette jolie carte pour telle occasion, ou alors pour la fête des mères? Alors après, moi je vois rien. Donc dans tous les cas, au final, tout ça, ça change pas grand-chose pour moi. Mais effectivement, tu as raison. Je pense que dans la partie tuto, alors déjà, c'est très clair que c'est des tutos. Et en plus, souvent, comme j'ai eu cette habitude par référencement naturel, tu sais, d'écrire enfin, je sais pas si tu as ce background aussi, mais les titres, c'est plutôt les titres, les métadescriptions dans les pages web, c'est effectivement plutôt avec des verbes d'action, donc découvrez nanana ou cousez facilement ce truc, etc. Donc c'est vrai que sur les tutos, c'est beaucoup plus dans l'action, alors que les cartes, en fait, moi je les fais donc pour moi, pour les envoyer, etc. Et donc en fait, c'est juste pour les montrer. Donc c'est vrai qu'il y a cette différence où si on les incite davantage à l'action, en marketing, c'est ce qu'on appelle les call to action. C'est vrai que si on les incite davantage à l'action, dans cette description d'épingle, certainement que ça fonctionnera mieux, oui. T'as raison. Oui. Oui, mais tu viens de soulever plusieurs points, hein. Clairement, il y a plusieurs petits tips là-dedans. C'est que, en effet, dans la pin description, donc c'est le texte qui s'affiche sur le côté de l'épingle quand on l'ouvre sur son téléphone, ou en bas, qui apparaît en bas. On va voir des verbes d'action, etc. Mais aussi sur l'épingle en elle-même. C'est-à-dire, sur l'épingle, je vais peut-être pas juste mettre, par exemple, moi je fais du crochet, je vais pas juste mettre un point de crochet et puis voilà. Non, je vais expliquer, apprenez maintenant tel point, ou réaliser dès maintenant une peluche, un licorne. Enfin, tu vois, c'est vraiment explicite. Et aussi un autre point à prendre en considération sur Pinterest, c'est que on est sur Pinterest, on veut passer à l'action, mais il faut quand même donner un minimum confiance en fait aux utilisateurs pour aller sur votre site. Où est-ce que je vais atterrir concrètement? Parce que on n'a pas envie de sortir la plateforme si c'est pour arriver sur un site finalement qui répond pas du tout à nos besoins. Donc il faut mettre en confiance, il faut vraiment être explicite sur ces épingles, sur la pin description, etc. Ce que tu viens de dire sur le titre aussi. D'accord. Voilà. Donc ça veut dire que je ne poste pas directement que ma photo, il faut que je l'édite et que je rajoute un titre dessus. C'est une bonne pratique pour la plupart des niches sur Pinterest, et pour les créateurs, oui, totalement. Encore plus sur les tutos. Enfin, c'est génial de pouvoir savoir en fait qu'est-ce que je vais arriver à obtenir, qu'est-ce que je vais arriver à faire si je suis ce tuto. Si je vais plus loin, qu'est-ce que je vais apprendre exactement. Donc même si je vends des choses, alors je pourrais vendre de la formation, mais aussi complètement autre chose qui est les produits finis. Finalement, alors en même temps c'est pas la même cible, parce que j'étais en train de me dire, moi je suis plutôt convaincue qu'il faut donner des choses gratuitement à son audience avant d'essayer de lui vendre quelque chose. Mais en même temps, là, dans le parallèle que je faisais, finalement, c'est pas les mêmes cibles. Les personnes qui veulent apprendre à faire de l'aquarelle, je peux leur donner des tutos gratuits pour qu'elles viennent sur mon site. Et ensuite, elles vont, donc une fois qu'elles m'auront découverte finalement, grâce à ces tutos gratuits, je vais essayer par exemple, de récupérer leur adresse email et de pouvoir, donc c'est ce qu'on appelle de l'embasement en termes de marketing, un beau terme bien, comment dire, enfin c'est pas très joli, embasement. Ouais. Et donc voilà, je les ai embasés et ensuite je vais pouvoir leur adresser des emails de temps en temps pour leur faire des offres finalement. Oui. Donc là, je suis dans la première partie, si je suis plutôt dans la formation. Et après, si je vends des produits, ça veut dire que si je veux avoir la même approche, la même tactique, finalement, je peux peut-être faire des freebies, des choses gratuites à télécharger, voilà, des téléchargements, des goodies, enfin des goodies, ouais, c'est plutôt des freebies, des choses comme ça, c'est ça.
Oui, c'est parfait en fait. C'est vrai que pour les tutos, les tutos et l'achat de produits, c'est vraiment quand même des attentes différentes. C'est ce que je réalise aussi, c'est que aujourd'hui, je propose des freebies gratuits pour que, pour que vous puissiez déjà, me faire connaître, commencer à faire quelque chose. Et puis de toute façon, je sais qu'aujourd'hui, si la personne apprend bien de découvrir finalement Pinterest, etc., elle est peut-être pas prête aujourd'hui à investir de l'argent, mais peut-être un peu plus tard ou à aller plus loin tout simplement sur la plateforme si elle y prend goût, etc. Donc c'est ce que tu fais avec les tutos. Pour l'achat de produits, aujourd'hui par exemple, je pensais à Instagram, peut-être que tu offres la livraison gratuite pour un certain montant. Ou qu'est-ce que tu proposes aujourd'hui gratuitement pour donner goût, comme tu dis. Donc pourquoi pas, oui, une checklist, un petit truc ou encore, moi j'aime beaucoup l'exemple de comment être utile, comment aider ton audience à utiliser ton produit ou encore à passer à l'achat, par exemple. Je pense là encore une fois j'ai l'exemple du crochet. Imaginons, j'aime beaucoup ça. Donc moi ce que je me posais comme question avant d'acheter par exemple une peluche, ce serait comment ça s'entretient ou alors quel type de peluche je peux retrouver ou alors quel type d'univers. Donc ou alors comment créer un univers un peu girly ou alors comment créer un univers unisexe pour un bébé, j'en sais rien. Et je donnerais des tips et bien sûr je mettrais en avant en fait mes créations en lien avec cet univers. Est-ce que c'est explicite comme exemple ou est-ce que peut-être que toi tu vois d'autres exemples par rapport à ça? Non, je pense que c'est très clair et à chaque fois de bien se poser par rapport à son propre cas, sa propre activité, de dire qu'est-ce que finalement je pourrais offrir comme contenu pour arriver à me faire connaître. Donc en fait, à chaque fois, ce qu'il faut, c'est que vous vous posiez bien la question des contenus gratuits que vous pouvez proposer autour de votre activité, mais toujours en réfléchissant bien à votre cible, quel finalement usage elle pourrait faire de ce contenu gratuit. Si je refais un petit parallèle avec mon propre cas pour mon blog, je me souviens que, un petit peu comme tu disais tout à l'heure sur les conseils d'entretien et tout, autour de mes tutos de couture, j'avais fait une image spécifique que j'avais vraiment, pas mal travaillé à l'époque, il me semble, sur tu sais, quand tu couds, en fait, tu as des canettes. La canette, c'est le fil du dessous qui est enroulé sur une espèce de mini bobine, généralement transparente, enfin c'est assez petit, donc en plastique en métal. Et en fait, des canettes, t'en as des dizaines, parce que t'as ton fil d'une couleur, et puis t'en as, je sais pas, 10, 15, 20, avec les autres couleurs de fil. Et donc j'avais fait, juste sur une image, regrouper le avant, après, en disant tes canettes qui sont tout emmêlées, etc. Et puis après, juste avec une micro-astuce qui était de les enrouler avec de maintenir le fil qui s'en va toujours avec un petit élastique. Et finalement, après, c'est hyper bien rangé dans ton truc. Et je me souviens donc je l'avais fait vraiment dans cette logique-là de dire je vais essayer d'attirer du trafic sur mon blog grâce à cette astuce-là. C'était tout bête. Et alors, je sais que sur le moment, ça m'avait vachement déçu sur les résultats. Je me dis, mais alors, j'ai loupé complètement mon coup. Et puis finalement, avec le temps, ça a davantage pris. Et puis, j'ai eu de plus en plus d'épinglages, etc. Donc, bon. Voilà, c'était un exemple un peu, voilà, au départ, qui semblait pas hyper bien ficelé. Puis finalement, ça s'est plutôt bien passé. Moi, je pense que c'est une bonne astuce à transmettre et qu'on n'a pas toujours parce que parfois, je pense qu'on est tellement dedans, on est tellement H24, même moi, je me rends compte que parfois j'utilise des mots que peut-être personne ne comprend parce que peut-être que je l'invente aussi. Enfin, et je me dis, mais en fait, on se rend pas compte du savoir qu'on a, des compétences qu'on a et que même un débutant, voire même intermédiaire, serait heureux en fait de savoir cette astuce et il ira plus loin avec vous, il ira plus loin dans ses projets et il ira aussi plus loin avec vous parce que vous l'avez déjà aidé, donc c'est juste génial pour lui, c'est un plus. Ouais. Et il y a un petit lien, un petit début d'interaction qui se crée finalement grâce à ces petites choses quoi finalement. Oui. Ouais, ok, génial. Sur l'épisode auquel je faisais référence tout à l'heure, l'art appliqué, c'est avec Liane Leonardi. J'espère que j'écorche pas son nom, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Ouais. Non, Sur donc que tu as enregistré il y a quelques temps, il disait en fait qu'il faut publier, ou c'est toi qui disais qu'il faut publier
quasiment tous les jours. Et alors là, je me dis, mais waouh, quoi, ça, pareil. En fait, finalement, c'est vrai que ça revient un peu à Insta, quoi. Moi, j'avais pas le sentiment que sur Pinterest, il fallait publier tous les jours ou de manière très fréquente. C'est vrai, c'est les plateformes aiment qu'on soit sur leur plateforme tout simplement. Donc en effet, il faut publier, donc même pas publier, épingler tous les jours. Après, la nuance par rapport à Instagram et Pinterest, c'est que sur Pinterest, vous avez l'opportunité d'épingler plusieurs fois la même épingle. Alors avant, concrètement, peut-être que vous avez pu lire ce type d'article où pas de souci, je peux épingler plus d'une trentaine de fois la même épingle, donc le même produit, le même visuel, exactement tout pareil, plusieurs fois, voire même d'affilée, sans souci. Donc clairement, c'était du duplicate content, donc du contenu dupliqué, sans aucune modification. Aujourd'hui, Pinterest n'a plus envie de ça parce que il s'est rendu compte clairement qu'il y a eu des abus, il n'a pas envie de proposer toujours la même chose. Donc aujourd'hui, c'est less is more. Ça veut dire, on va publier moins, on va épingler moins, mais par contre, en effet, on va publier des nouveaux contenus plus régulièrement. Donc ce que vous faites finalement sur Instagram. Sur Instagram, j'imagine bien que vous publiez un post à chaque fois différent d'un de l'autre. Et ben c'est la même chose qu'il va falloir faire sur Pinterest. Néanmoins, par contre, je dirais que les épingles aujourd'hui, on peut encore les épingler plusieurs fois, mais plus autant qu'avant. Donc tout le monde me demande, mais combien du coup, combien peut-être 3-5 fois dans l'année, et encore maximum. Donc en fait, c'est surtout quand est-ce que je peux le publier, quand est-ce que c'est opportun pour mon audience. Par exemple, si je reviens par exemple à l'aquarelle, si aujourd'hui vous êtes en train de créer un tuto sur comment faire des couronnes un peu thématisées, avec la thématique de Noël, est-ce que c'est intéressant de le publier en février-mars maintenant que les fêtes sont passées? Non, je vais accentuer ce côté, cette production, ce contenu dès novembre, après peut-être à décembre et janvier et basta. Donc l'idée c'est vraiment de soumettre du contenu quand c'est le bon moment. Et là on peut se permettre de le montrer plusieurs fois à son audience parce que aussi bien à son audience par rapport aux abonnés, mais aussi sur la plateforme parce que on l'a bien vu, c'est pas le plus important. Le plus important, c'est que la personne trouve vos contenus via notamment le moteur de recherche Pinterest, donc via la barre de recherche. Mais ton épingle, tu la publies dans le même tableau? Alors non, plutôt, si possible, dans des tableaux différents. D'accord. Par exemple, là, je pensais à l'aquarelle, donc peut-être que vous avez un tableau aquarelle avec tous les articles de votre blog, pourquoi pas le publier ici, ou encore vraiment si c'est une aquarelle qui porte sur la thématique Noël, moi je le publierai d'abord sur ce tableau aquarelle plus Noël, on va dire, pas écrit comme ça, mais l'idée est là. Et ensuite dans le tableau où toutes mes créations sont dedans. Et éventuellement un peu plus tard un autre tableau, soit pour par exemple pour Noël prochain, il n'y a pas de souci pour le réépingler une autre fois, ou un autre tableau qui concerne la thématique de l'aquarelle. Ou par exemple s'il y a un cerf dessus, aquarelle animale, par exemple. Et aussi bien sûr l'idée, vous pouvez très bien remettre plusieurs fois le même produit. C'est pas ça, c'est plutôt le côté visuel, c'est-à-dire que faut qu'on ait l'impression vraiment que le visuel est différent entre les épingles qui ont déjà été publiées. Donc si tu fais des mock-ups ou des mises en scène de ton produit qui est donc le même mais dans des mises en scène différentes, ça passe. C'est parfait même. J'ai envie de dire que c'est parfait parce que ça te permet, les mock-ups, ce que tu viens de dire, ça permet vraiment de mettre en situation produit. Ouais. Et sur Pinterest, on a vraiment besoin d'inspiration. Faut vraiment le guider en fait. L'utilisateur, faut lui dire comment utiliser ton produit, qu'est-ce que ça va t'apporter, etc. Les bénéfices. Donc le fait d'avoir un mock-up, une mise en situation qui change, qui peut s'approprier finalement. Par exemple une aquarelle qui est dans une cuisine, parce que je suis en train de rechercher une aquarelle dans une cuisine. Dans une chambre d'enfant, etc. Ça marche. Oui. Et je repense à ça. Je suis pas sûre que tout le monde sache. Il y a des plugins qui existent sur le navigateur internet pour pouvoir épingler facilement les images, par exemple, de votre site web, de votre boutique ou de votre blog. Donc, ce qui fait que c'est hyper facile d'épingler les contenus. Par exemple, si vous venez de publier
alors je vais reprendre l'exemple de mon tuto. Moi, c'est ce que je faisais. Dès que j'avais publié un article sur mon blog, j'allais enregistrer les épingles. C'est pas mal de le faire à la suite, il me semble, tu vas me dire ou pas, parce que finalement, du coup, t'oublies pas. Alors, du coup, moi, ça rentrait pas dans une stratégie éditoriale avec un planning, tu vois, très réfléchi. Mais au moins, comme ça, je le faisais. Oui, oui, c'est une très bonne pratique. On dit qu'il faut avoir un site Pinterest friendly. En Ouais. fait, il y a deux façons en fait d'engager en fait les visiteurs de votre site ou même vous, hein, de vous motiver à épingler sur Pinterest. En fait, on va soit laisser la possibilité aux utilisateurs d'épingler, c'est-à-dire on va activer le pin it button. Bon, là, c'est un peu, c'est pas très technique, mais voilà, faut le savoir, faut l'installer. Et ensuite, en effet, il y a l'extension qu'on peut installer sur son navigateur qui s'appelle l'extension de Pinterest. Et donc là, oui, en effet, ça permet de d'épingler très facilement son contenu. Mais je dirais que le pin it button est quand même un petit plus dans la mesure où vraiment, les personnes qui vont visiter votre site, vous les encouragez en fait. Vous lui dites, oh, écoute, tu utilises Pinterest, je t'encourage à l'épingler. Et ça, c'est tout. Enfin, c'est génial pour vous parce que du coup, c'est du contenu qui vous appartient, mais qui a été épinglé sur Pinterest. Et ça, Pinterest voit que waouh, ce site, il génère des épingles et pas uniquement du propriétaire du site. Donc ça, c'est pour lui, ça veut dire que vous êtes un bon créateur, que vous lui proposez du bon contenu. Ouais. Et si je retrouve mes images qui sont épinglées sur des tableaux sur Pinterest, mais finalement qui n'ont aucun lien avec ma propre boutique. Donc parce que ça a été épinglé je ne sais comment finalement, mais à un moment donné mes images elles se retrouvent sur Pinterest et mais jamais je suis créditée, donc ça veut dire que les internautes peuvent jamais finalement aller retrouver mes produits ou mes créations. Comment je fais? Alors, si je comprends bien, ça veut dire que des personnes ont épinglé depuis ton site internet, mais que tu penses que ça renvoie pas vers ton site, c'est ça? Oui, voilà. Oui, parce que je pense que ça doit arriver, parce qu'effectivement, avec le pin button, normalement, ou l'extension, il y a le lien qui se met automatiquement. Mais donc, alors voilà, je sais pas dans quelle hypothèse ça pourrait arriver. Si par exemple, j'enregistre l'image, je fais un enregistré sous, ou sur mon téléphone, j'enregistre l'image, ou je fais une capture d'écran, puis après, je la partage sur Pinterest. Admettons, je pense que ça doit exister. Oui, je vois très bien. Donc ça, c'est les utilisateurs. Oui, un utilisateur lambda, il pense finalement peut-être bien faire, mais en effet, ça s'identifie finalement comme du vol d'image en fait. Donc ça, si tu arrives à le repérer, même si l'utilisateur lambda, il n'est pas forcément au courant de ça, il se rend pas forcément compte, mais que toi, forcément, tu n'apprécies pas que ton contenu se retrouve sur la plateforme sans qu'il y ait le lien de ton site derrière. La solution, c'est de le revendiquer. Donc ça, en fait, tu fais une sorte de réclamation à Pinterest pour dire ça, c'est mon contenu. Cet utilisateur l'a épinglé et je suis pas dessus. Donc ça, c'est pour ça qu'on utilise le pin it button aussi. C'est pour éviter ce genre d'enregistrement. On l'incite à le faire correctement, l'épinglage, pour qu'il y ait bien le site internet derrière. Ouais, d'accord. Ouais. Ok. Bon, très bien. Et du coup, j'en profite parce que quand la personne va épingler, même si c'est depuis son compte, en effet, l'épingle va aller sur son compte, mais il y aura bien le nom de votre compte dans la mesure où vous avez aussi revendiqué votre site internet. Donc comme ça vous permettra de voir les statistiques qui sont liées à cette épingle, qui certes ne vous appartient pas entre guillemets, même si c'est votre visuel, mais vous êtes vraiment attitré, vous êtes reconnu comme auteur. D'accord, ça marche. Alors, si on reprend il y a quelques jours, j'avais fait un post pour savoir un petit peu quelles questions on pourrait te poser pendant cet enregistrement. Finalement, les questions, elles n'ont pas été hyper précises, je trouve. Alors, c'est pas un souci, hein, ne vous inquiétez pas. Mais c'est finalement peut-être simplement par une méconnaissance globale de la plateforme et ça veut dire que les personnes qui ont posé des questions, finalement, sont pas encore vraiment rentrées dedans. Non, qu'est-ce que tu en penses? T'as été surprise des questions? Oui, j'ai regardé les questions. Oui, je pense qu'en effet,
Pour l'instant, Pinterest, en tout cas pour les personnes qui te suivent, est utilisé comme un outil de création, ou personnellement, ou peut-être même sur d'autres thématiques. Ce que j'ai trouvé intéressant, c'était le commentaire qui évoquait que j'ai souvent entendu parler que Pinterest, c'était aussi le bricolage, et c'était beaucoup de bricolage. Et c'est vrai qu'il y a du bricolage, mais si on regarde de plus près les statistiques au niveau de Pinterest, quels sont les centres d'intérêt les plus populaires sur Pinterest? Le do it yourself fait partie des top 5. Donc, pour les énumérer, il y a donc l'univers de la cuisine, les recettes de cuisine et de boissons, les idées de décoration. Donc déjà, même là, peut-être que beaucoup d'entre vous fait partie en fait aussi de cette catégorie, enfin de ce centre d'intérêt tout simplement. Ou encore, on a donc la cuisine, la décoration, le bricolage do it yourself, la mode et tout ce qui est cosmétique, beauté quoi. Donc voilà, ça c'est les top 5. Peut-être que vous faites partie même de plusieurs centres d'intérêt. Donc ça, c'est un point aussi à retenir. Donc normalement, il n'y a pas de raison dans le do-it-yourself, ça doit fonctionner. Ouais, totalement. Ça marche. Donc on avait effectivement des questions sur le fait qu'il faut publier quand même très régulièrement. Ça veut dire que tu te fais vraiment un planning éditorial comme tu pourrais le faire sur Insta, en te disant tel jour je vais publier ça, tel jour je vais publier ça, etc. Oui, exactement, c'est ça. On garde dans le. Alors ça c'est vraiment. J'essaye même moi d'imiter. Je sais que c'est pas évident. Je sais qu'on a tous des choses à faire, que on a plusieurs priorités, etc. Donc c'est pas forcément évident tous les jours. Mais l'idée c'est ça, c'est de s'y tenir. Et une fois que votre contenu est en ligne, ça doit devenir un réflexe. Vous l'épinglez pour la première fois dans l'un des tableaux les plus pertinents. Et ensuite, il y a des outils de publication, des outils de planification. Je sais que t'en as parlé sur le podcast avec Instagram, sur Instagram. Moi, je recommande Tailwind parce que je trouve que c'est le plus approprié, en tout cas pour Pinterest. À savoir que pour info, par an, on est à $110. Donc, je trouve que c'est encore assez abordable parce que c'est par an et que ça vous offre vraiment, ça vous permet de gagner beaucoup de temps. Et beaucoup de sérénité. Ouais, parce qu'on programme tout. Après, tu peux aussi l'utiliser en version gratuite. Oui, alors par contre, la version gratuite est limitée à 100 pins, sans épingle. Donc ça va quand même finalement assez vite, surtout si tu as envie de programmer un petit peu le contenu des autres, le contenu aussi qui correspond à ton univers, le contenu qui peut plaire aussi à ton audience sur ton compte Pinterest. C'est 100 pins par mois ou 100 pins tout court? Tout court. Ouais, ah ouais, d'accord, effectivement, ouais. Oui, donc ça va vite. Ouais. Alors que sur Insta, sur la planification sur Insta, c'est pas limité. Ou ça doit être limité par mois, mais je crois pas que ce soit limité dans la durée. Il me semble que si je ne raconte pas de bêtises, j'avoue, j'utilise Creator Studio donc pour Instagram, mais il me semble que c'est peut-être 30 posts. Mais je préfère pas prononcer, j'en suis pas certaine. Ouais. Ça marche. Et quand tu publies, donc tous les jours, tous les 2 jours, tu publies une épingle ou tu en publies plusieurs? Alors, comment ça marche? L'idée c'est d'épingler, bien sûr, c'est de savoir quand est-ce que mes abonnés, c'est vrai que c'est un des critères, mais aussi quand est-ce que des personnes utilisent Pinterest. Et du coup, je me retourne vers toi. Quand est-ce qu'à ton avis, ton audience utilise Pinterest dans la semaine? Alors perso, j'en ai aucune idée. Ou alors Instagram, déjà peut-être que tu as des pistes. Oui, sur Insta, là pour le podcast, c'est plutôt le soir par exemple. A priori, si j'en crois les stats, c'est plutôt le soir. Donc du coup, j'essaye de publier à ce moment-là. Oui. Du coup, si on regarde un petit peu les statistiques, l'idée c'est d'épingler au moment où les personnes déjà recherchent cette thématique. Donc là, on peut parler même de mois en fait. Comment là par exemple aujourd'hui, on est au mois de juillet. Pinterest dit que il y a des personnes très très organisées selon moi qui commencent déjà à rechercher des idées pour Noël. Bon, ça c'est un peu particulier quand même cette année, Ouais. mais concrètement, c'est vrai que sur Pinterest, c'est des personnes qui ont envie de passer à l'action, qui sont quand même organisées, et donc ils vont s'y prendre à l'avance pour s'organiser. Donc il y a ce côté-là de planification, donc ne pas par exemple proposer son tuto Noël juste. Oui, 24 décembre.
Voilà, Un exactement. poil en retard, ouais. C'est ça, un poil en retard. Moi, je dirais fin octobre, Ouais. voire un peu avant, enfin si c'est possible, le plus tôt possible, pour que en fait, finalement, l'épingle tourne déjà un peu sur la plateforme. Peut-être que les personnes vont dire ah bah tiens, qu'est-ce que je vais faire comme petite déco pour Noël, etc. Ah bah tiens, je vais commencer déjà par rechercher des idées et donc je vais les épingler dans mon tableau. Et ensuite, je vais revenir peut-être un peu plus tard dessus, mais voilà, votre épingle sera déjà dans les tableaux des personnes. Elle aura déjà suscité l'engagement, l'intérêt, etc. Et donc, elle remontera de plus en plus, en fait, sur le Smart Feed, ça s'appelle, en fait, c'est l'accueil sur Pinterest. Et elle va remonter aussi dans les résultats parce qu'elle sera déjà en route, si vous voulez, sur la plateforme. Donc, Pinterest va mettre en avant le contenu aussi qui plaît. Donc, vous avez tout intérêt d'épingler en amont des événements, par exemple, importants. Je pense que vraiment le côté saisonnalité sur Pinterest, il faut bien le prendre en compte. Et c'est voilà. Je sais pas du coup si j'ai pu répondre à ta question, épingler plusieurs fois dans la journée. Oui, voilà. Enfin non, est-ce que j'épingle euh, plusieurs créas, plusieurs épingles à chaque fois que je publie? Ou est-ce que finalement, c'est pas dérangeant si je publie qu'une chose dans un tableau, qu'une épingle dans un tableau à chaque fois que je publie? Quand tu publies une épingle avec un visuel, avec une de tes créations, il faut éviter de le réépingler tout de suite, une seconde ou une troisième fois. Donc tu vas attendre peut-être à minima 48 heures, voire un peu plus. Tu vas essayer de distiller en fait ton contenu. Donc ça c'est déjà un premier élément de réponse. Et ensuite plusieurs fois par jour, oui et non. Ça dépend vraiment aussi de combien tu as de photos de disponibles. Et aussi, est-ce que tu as pu un minimum personnaliser aussi ces épingles? Je pense notamment aux tutos, aux personnes qui vendent des formations et aux tutos notamment. Il est aussi possible de réutiliser la même photo ou alors une photo qui change un tout petit peu, mais voilà, on voit le même produit à quelque chose près. C'est pas, voilà, il n'y a pas beaucoup de différence, on va dire. Mais par contre, tu peux l'utiliser avec un template différent, donc un modèle différent, peut-être comme un pattern finalement, comme un patron, j'ai envie de dire, où le design du visuel sera complètement différent et donc on aura l'impression que c'est une image différente. Et donc ça, Pinterest adore parce que concrètement, qu'est-ce que ça veut dire pour lui? Ça veut dire que c'est du fresh content, donc ça veut dire que c'est du contenu tout frais qui sort du frigo, même si ça renvoie vers un article par exemple ou un tuto qui a été élaboré, qui a été réalisé et mis en ligne il y a 2 ans. Pour lui, une nouvelle image qui est toute neuve, c'est un nouveau contenu. Donc ça, c'est génial pour votre compte Pinterest. Donc peut-être que pour m'organiser un peu et être efficace, quand j'ai du nouveau contenu, je peux tout de suite me faire plusieurs images que j'édite parce qu'encore une fois c'est pas du coup que le produit fini. Mais enfin bon, c'est vrai qu'il y a plusieurs cas, mais dans le cas d'un produit qu'on veut vendre, par exemple une création qu'on veut vendre, il faut que je fasse tout de suite plusieurs mises en scène en me disant comme ça j'ai pris un petit peu d'avance et admettons j'ai 5 mises en scène différentes par produit. Ouais, ça serait juste génial, 5 mises en scène par produit. Plus vraiment l'idée du template, ce que je t'évoquais, c'est vraiment l'idée d'aller sur Canva, par exemple, qui est un outil de création en ligne. C'est de pouvoir vraiment y insérer une écriture différente ou une couleur différente. Donc au-delà de la photo qui sera différente, c'est vraiment l'aspect global. Même si aujourd'hui tu fais qu'une mise en scène, mais que tu fais un zoom sur l'image ou alors qu'on voit l'image de loin ou alors qu'une partie de la carte, j'en sais rien, que sais-je, mais que le template a vraiment te permet une différence énorme entre les visuels, ça marche aussi. Mais bien sûr, plus tu as de photos et c'est génial sur Pinterest, clairement. Parce que Pinterest, c'est comme toutes les autres plateformes, il veut te faire rester un max de temps sur sa plateforme. Je dirais que oui et non, parce que sur Pinterest, bien sûr qu'il a envie de vous garder bien au chaud sur sa plateforme, mais j'ai envie de dire aussi qu'il a envie de vous faire passer à l'action. Et donc, c'est ce qui vous permet quand même, derrière chaque visuel, ça il faut quand même le retenir, c'est que derrière chaque visuel, il y a un lien de votre site. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est à vous de dire, ok, vous voulez passer à l'action, vous voulez faire ce tuto, vous voulez avancer, vous voulez progresser dans le tricot, il faut s'y mettre maintenant. C'est pas,
en repoussant des mois et des mois, allez sur mon site. Donc, il vous laisse quand même l'opportunité de passer à la plateforme, à votre site internet très facilement, contrairement notamment à, je pense à Instagram. Il faut quand même aller sur la bio ou alors atteindre les 10 000. Enfin voilà, on connaît bien ces problématiques. Ouais, c'est clair que c'est une des seules plateformes. Alors c'est pas un réseau social, mais c'est une des seules plateformes web qui effectivement te permet de générer du trafic vers ton site hyper facilement. Oui, ouais. Ça reste, ouais. Parce que et gratuitement. Alors on va parler de la pub après, mais quand on dit gratuitement et donc une des seules plateformes qui t'envoie du contenu et donc gratuitement, c'est parce que mis à part Google en référencement naturel qui t'envoie du contenu gratuitement, finalement, mis à part effectivement les réseaux sociaux, mais encore une fois, ils veulent pas vraiment que ce soit LinkedIn ou Insta, ils veulent pas vraiment que tu ailles, que tu sortes du site web. Parce que même c'est pareil sur Facebook. Sur Facebook et sur LinkedIn, finalement, tu as des liens directs pour sortir du site, de la plateforme. Sur Insta, c'est plus compliqué, il faut passer par la bio, tout ça. C'est du contenu gratuit, mais finalement, le trafic qui peut être envoyé, il est quand même assez marginal. Alors que sur Pinterest, c'est quand même des volumes impressionnants. Oui, c'est ça. C'est que ce qu'il faut retenir aujourd'hui, c'est que clairement Facebook, LinkedIn vous bride la publication dès lors que vous mettez un lien externe. Il veut vous garder concrètement, complètement sur la plateforme. Aujourd'hui, sur Pinterest, au contraire, l'épingle qui n'a pas de lien, c'est dommage parce que l'expérience utilisateur est mauvaise. Il faut qu'il y ait un lien derrière, il faut que la personne puisse aller plus loin. Donc c'est vrai qu'on n'est pas dans cette démarche-là. C'est vraiment une démarche qui est quand même différente. Et c'est pour ça aussi que j'aime beaucoup Pinterest. C'est dans le sens où, Pinterest c'est une plateforme où on passe à l'action. Enfin, il y a des tutos, il y a beaucoup de choses pour aider, pour partager des informations. Enfin, c'est une plateforme où on partage beaucoup de choses. Je sais aussi que c'est maintenant le cas encore plus sur Instagram. Enfin, aujourd'hui qu'auparavant, mais on partage beaucoup. Et on arrive directement sur le site. Et c'est ce qu'on veut aujourd'hui. C'est, avoir des personnes qui sont sur son site, construire son email list pour pouvoir vendre ses produits, etc. Donc, pour moi, oui, c'est ça Pinterest. Ouais. Et alors, on n'a pas parlé de vidéo, on a beaucoup parlé d'images. Il faut aussi penser que la vidéo, elle est certainement plus cliquée que l'image. Ça, c'est une réalité ou pas? Pour l'instant, d'après les statistiques que j'ai vues, sachant que la vidéo donc est disponible depuis maintenant quelques mois, mais c'était assez timide en fait l'arrivée de la vidéo sur Pinterest. Ça a pris un peu de temps, mais aujourd'hui c'est vrai que la vidéo est quand même est visible notamment sur les tutos parce que on voit step by step qu'est-ce qu'il faut faire ou alors quelques étapes et ensuite il faut cliquer pour voir la suite. Par rapport à la vidéo, c'est un nombre d'impressions énorme. Il faut savoir aujourd'hui que Pinterest, son algorithme se modifie régulièrement et il veut mettre en avant en fait les contenus avec lesquels vous interagissez le plus en tant qu'utilisateur. D'accord. Donc si vous avez l'habitude d'interagir, une fois que vous voyez une vidéo, vous avez interagi avec elle, il va vous pousser il va pousser ce type de contenu vers votre compte. Jusqu'à tout récemment, là c'est ce que je vais évoquer dans ma prochaine newsletter même. C'est que en fait, auparavant, si l'utilisateur en question n'avait aucune interaction avec les vidéos, très peu de chance très peu de chance qu'il tombe sur une vidéo. Et aujourd'hui, il s'est dit je vais peut-être proposer quand même la vidéo pour voir si ça lui plaît parce que ça se trouve il n'en a pas. L'utilisateur n'interagit pas avec la vidéo parce que tout simplement il n'en a pas vu. Et donc, ils ont envie de varier les formats sur Pinterest. C'est-à-dire qu'ils vont davantage pousser tout type de format. C'est-à-dire que un utilisateur pourra voir la vidéo, pourra aussi voir des carousels, même si auparavant, il n'avait aucune interaction avec, ou des épingles statiques, ou des épingles stories qui arrivent sur la plateforme. Des épingles stories? C'est quoi ça? Oui. Tout le monde a piqué l'idée d'Insta en tout cas, parce qu'il n'y en a pas des stories maintenant. Quelle idée. Oui, donc depuis peu maintenant, les épingles stories sont disponibles sur Pinterest. Donc ça n'a pas rien à voir, mais aussi quand même ça n'a rien à voir dans le sens où sur Insta, on est plus sur l'instantané, etc. On est sur des
peut-être des choses un peu moins travaillées, etc. Là, c'est quand même un contenu qui va... d'ailleurs, j'ai pas beaucoup de statistiques par rapport à ça, j'ai pas beaucoup de retours parce que les épingles story, au départ, ils ont été testés aux USA. Et ensuite, par une poignée de créateurs de contenu. Ensuite, ça a été disponible aux US. Et aujourd'hui, là, ça fait vraiment peut-être même pas un peu moins d'un mois qu'aujourd'hui, on peut demander l'accès à ce type de fonctionnalité. Je suis même pas sûre que tout le monde l'a encore sur son compte. En tout cas, moi, je l'ai pas. Et donc, il faut en faire la demande express. Et donc, les épingles stories arrivent sur Pinterest, mais ça n'a vraiment rien à voir. C'est vraiment ils appellent ça donc les épingles stories, c'est plusieurs pages. Ça ressemble finalement un peu au carrousel, sauf que la navigation est un peu différente. On peut y insérer du texte. Là, l'idée, c'est plutôt de raconter une histoire autour de sa marque. Ou encore même du step by step. C'est super intéressant. C'est montrer étape par étape comment on peut faire, je sais pas, cette aquarelle, commencer par telle étape, etc. Et ce qui est intéressant aussi, je trouve, dans ces épingles story, je n'ai même pas encore pour l'instant eu l'occasion d'en créer une, donc j'ai pu uniquement les voir sur la plateforme, c'est qu'on peut mixer les formats. C'est-à-dire qu'on peut avoir une image statique, puis une vidéo, puis une autre image, etc. Donc ça, je trouvais ça intéressant. Ouais, c'est clair. Ouais. Bon, donc il y a encore un peu de travail à faire. Une fois qu'on aura déjà bien fait ça, bien suivi tes conseils, il y aura encore un petit peu de travail. Bon, ce qui est logique aussi, hein, les plateformes, elles cherchent aussi à se renouveler un peu. Là, le coup des stories, en plus, si c'est le même nom, c'est pas hyper original. Mais bon, c'est de bonne guerre pour essayer de continuer à faire vivre la plateforme. Alors, si on parle un peu de pub, justement, tu faisais référence à l'épisode avec Aurélie pour Instagram, qui conseillait de faire des pubs, même si c'était avec quelques euros, des petites campagnes, etc. Tu t'en penses quoi de faire de la pub sur Pinterest? Moi, je pense que aujourd'hui sur Instagram, on est, en tant que créateur de contenu, peut-être que maintenant ça fait un moment que vous êtes dessus, que vous apprenez un peu plus la plateforme, que vous comprenez mieux ces petits secrets, etc. Aujourd'hui sur Pinterest, en tout cas, si aujourd'hui vous m'écoutez et que vous apprenez plein de choses, je vous conseille d'abord de commencer par l'organique pour bien comprendre comment fonctionne Pinterest d'un point de vue créateur de contenu et surtout de construire votre compte. Et enfin, d'arriver sur du Pinterest Ads pour voir quels sont déjà les épingles qui marchent le mieux, déjà d'avoir un peu testé, tu vois, d'avoir testé plusieurs types d'épingles. Là, tout de suite, en tant que novice, je vous conseillerais pas tout de suite de vous jeter dans la queue du loup, on va dire. Mais par exemple, si vous commencez maintenant, vous avez déjà quelques mois avant d'attaquer Noël. C'est vrai que pour le coup, Pinterest Ads, ce qui est intéressant, c'est qu'on est vraiment, on n'est pas sur donc ce que je disais tout à l'heure, c'est que l'épingle doit quand même un peu rouler sur la plateforme, enfin doit vivre un petit peu sur la plateforme avant d'atteindre son pic peut-être. Avec du Pinterest Ads, ça va prendre peut-être une semaine, le temps que ce soit bien configuré, etc., que les algorithmes affichent les épingles aux bonnes personnes, etc. Mais on est sur du plus direct en fait, sur un moment qui est beaucoup plus court. On veut par exemple des ventes pour Noël, on propose un tuto spécial Noël, etc. En crochet. Et on a tout intérêt de le faire à cette période-là. Mais à condition, bien sûr, de construire une épingle qui répond, qu'on sait déjà que cette épingle va parler, on sait que cette image a peut-être déjà marché. Donc ça, c'est intéressant aussi, c'est de mettre en route des épingles et de voir vraiment s'il y a un modèle d'épingle qui marche bien, s'il y a ce modèle-là, enfin, c'est vraiment le produit phare. Et oui, dans ce cas-là, j'essaierai de le pousser dans du ad sur Pinterest pour commencer. Ça marche. Alors, quand tu dis organique, c'est dans le marketing digital, c'est tout ce qui est naturel sans payer. Voilà. Oui. Donc, par exemple, quand on parle de référencement naturel, je fais une petite parenthèse pour expliquer. Bien sûr, oui. Le référencement naturel, c'est donc le référencement organique. Et organique, en anglais, ça veut dire, c'est ce côté biologique, en fait. La nourriture bio, c'est organique. Voilà. Donc, c'est ce côté naturel. Et donc, voilà, référencement naturel par opposition au référencement commercial, tout ce qui est publicitaire. Et donc sur les plateformes sociales, tous les réseaux sociaux plus Pinterest, qui proposent de la pub. Alors la pub sur Pinterest, c'est assez récent par rapport aux autres plateformes.
Oui, c'est ça. Ouais. C'est un peu plus d'un an maintenant, mais oui, en effet, ça reste assez récent au final. Ouais. Voilà. Ouais. Donc toute cette partie ads, donc c'est la partie payante et organique, c'est la partie gratuite. Voilà, donc tout le trafic organique. Quand on parle de trafic organique, c'est le trafic gratuit. J'avais envie de vous donner un ou deux comptes qui utilisent Pinterest et qui Ah ouais, peut-être vous pouvez vous reconnaître dans ce type de profil. Donc super. vous l'avez compris, moi je suis fan de crochet et donc je me suis orientée dans cette direction. Mais sinon il y a donc c'est un compte anglophone qui s'appelle A More Crafty Life. Bon, peut-être que tu le mettras sur la fiche du Oui, podcast. je les mettrai dans les notes. C'est une personne qui vend des tutos, tutos crochet, tutos, il me semble aussi tricot. Et, euh, et elle le fait bien. Je trouve que ses épingles sont assez attirantes. Concrètement, je pense qu'elle a quand même une stratégie sur Pinterest, donc ça serait intéressant d'y jeter un œil. Et j'ai vu un plus petit compte qui débute peut-être, mais les épingles, je le trouvais très attrayantes, qui s'appelle Luloloop. Je te l'indiquerai, qui vend également des tutos. Et il me semble que cette personne utilise Etsy. Donc pour les personnes D'accord. qui utilisent Etsy pour qu'elles aient une idée, bah voilà, comment ça fonctionne tout ça. Peut-être que ça peut intéresser et jeter un œil aussi chez les fournisseurs que vous utilisez. Par exemple, je pense à Fil d'Art ou bah, Cultura, tout à l'heure tu as évoqué. Regardez, voilà, qu'est-ce qu'ils font, même si petit Astérix, parfois ce ne sont pas les meilleurs sur Pinterest parce que Pinterest c'est quand même une plateforme que tout le monde ne prend pas le temps de maîtriser, etc. Donc on n'a pas forcément les meilleures pratiques, mais il y en a qui se démarquent plus que d'autres. Et si je peux citer, je crois que tu l'as accueilli dans ton podcast, il me semble, Les Tribulations de Marie, qui fait également de l'aquarelle. Regardez aussi ce qu'elle propose sur Pinterest, c'est très bien fait. Voilà. c'est Ouais, vraiment... super. Mais oui, il me semble que Marie a déjà pas mal étudié la question de Pinterest, puis elle a fait des conférences avec Pinterest, etc. Et effectivement, son compte a été même cité en exemple dans un des épisodes de podcast qui a été fait par Pinterest. Alors, ils sont assez peu nombreux, les épisodes dans lesquels il y a Pinterest qui intervient, mais voilà, il y en a un dans lequel il parle de Marie. Et Marie, c'était donc les tribulations de Marie, tu l'as précisé, et je l'ai eu dans l'épisode 5. Voilà. Après, on peut, j'imagine aussi, aller regarder finalement des comptes de marques qui sont pas dans notre secteur d'activité pour s'inspirer. Oui, c'est sûr. C'est clairement possible. Moi, j'aime bien le compte de Bonne Gueule. Peut-être que ça vous parle ici. C'est un e-shop qui vend des vêtements pour hommes, plus particulièrement. C'est intéressant et c'est intéressant aussi parce que ils ont mis en place la boutique shopping sur Pinterest. Donc en fait, c'est assez similaire finalement à la boutique shopping d'Instagram dans le sens où on peut taguer des produits sur un visuel et on peut référer les produits qui sont liés à ce visuel avec par exemple le produit avec un fond blanc, etc. Et sur l'épingle, on peut voir, imaginons une cuisine. Je suis actuellement dans ma cuisine. Imaginons une cuisine et on peut voir donc des points sur cette épingle où on peut voir vraiment, bah voilà, là c'est le lavabo et là on va voir le lavabo avec sur une autre photo avec un fond blanc et on voit vraiment le produit. Donc ça c'est aussi en train de se développer sur Pinterest et ils ont vraiment envie de le démocratiser, donc c'est vraiment en train de se faire. Donc qu'est-ce que ça permet? Ça permet en fait sur son profil d'avoir la catégorie shopping et donc on peut vraiment répertorier l'ensemble de ces produits et ces produits vont se mettre à jour selon la disponibilité, selon les prix en temps réel par rapport à votre site internet. Donc ça c'est des petits paramétrages, voire même un petit peu de développement, enfin à voir vraiment selon la technologie que vous utilisez sur votre site web qui peut se faire. Et ça, je trouve que c'est intéressant et ouais, c'est intéressant parce que si les personnes sur votre compte ils sont intéressés par votre contenu, c'est intéressant d'avoir la possibilité de voir les prix directement, que tout soit bien répertorié, etc. C'est clair, parce que souvent, on peut se faire une mauvaise idée du prix de quelque chose. Donc, c'est quand même pas mal d'avoir tout de suite le prix sous les yeux, en fait. Comme quand on serait dans un magasin, quand il n'y a pas l'étiquette du prix, on est toujours un peu gêné
soit de demander ou soit de se dire ah non mais ça va être trop cher. Oui. Et alors que s'il y a l'étiquette, au moins il y a pas de discussion quoi. Il y a le prix et après Non, voilà. c'est On clair, se fait c'est notre clair. propre opinion. Mais au moins on a le prix quoi. Donc là ouais, c'est Oui. vrai que c'est pas mal. Vraiment, je suis totalement d'accord avec toi. Et si c'est pas bon là, sur Pinterest en tout cas, c'est le prix, mais au moins une fourchette aussi. Je trouve que ça donne vraiment voilà, une idée en fait de ce que ça vaut concrètement. Et oui, je trouve ça hyper pertinent, ouais, clairement. Bon, donc on a un peu de boulot quoi. J'espère que je vous ai motivé à bloc pour avancer dans ce sens sur Pinterest. Et pas au contraire démotivé par rapport à l'ampleur de la tâche. Bon, de toute façon, il faut y aller petit à petit. C'est ça, il faut y aller petit à petit, mettre les bonnes bases, poser des bonnes bases, réfléchir, voilà, quel est l'objectif aussi pour vous, combien de temps vous êtes prêt à consacrer sur Pinterest. Est-ce que vous avez vraiment du contenu aussi, parce que parfois on vient vers moi, on me dit voilà, j'ai un blog, mais avec 5 articles et 3 produits, donc pour moi, je pense que c'est peut-être pas la priorité d'être aujourd'hui sur Pinterest, mais se développer sur déjà sur son site, etc. Développer peut-être d'autres choses et ensuite aller sur Pinterest. Donc surtout si on n'en parle du tout le temps pour le faire. Donc Oui. voilà, je dis pas ça pour vous démotiver, c'est juste que j'ai pas envie que vous vous lanciez sur un outil qui au final, si vous déplaît déjà, et essayez déjà de commencer à l'apprécier, à le connaître, à l'utiliser personnellement si c'est pas le cas, et enfin voir comment professionnellement vous pouvez l'utiliser. Ouais, je suis carrément d'accord avec toi. C'est un peu la même chose pour Insta, quoi. Si déjà ça nous barbe, Oui. ça va être compliqué de bien arriver à s'en servir. Ouais, ça marche. Donc voilà, déjà effectivement avoir du contenu, être bien au clair sur son objectif, sur sa stratégie. Avoir un site Pinterest friendly, comme tu le disais, donc avec les bonnes extensions, le bon petit plugin là pour pouvoir le pin it button. C'est ça. Ok. Être prête à y accorder un petit peu de temps. C'est quoi un petit peu de temps par semaine? Tu t'estimes à combien? C'est une question très très difficile pour moi de répondre. 1 heure, 2 heures? Pour débuter, au début, je passerai. Ça dépend vraiment de beaucoup de choses. Si vous avez déjà les templates de fait, qu'il faut entre guillemets juste prendre les images, c'est beaucoup plus simple en fait. Si votre compte est déjà construit, si vous avez déjà des routines, peut-être que vous allez y passer par semaine, je sais pas, 1 heure à 2 heures, 2 heures, imaginons, avec un outil de planification en étant rodé. Au début, c'est clair que vous n'allez pas passer 2 heures. Ouais. Vous allez peut-être y passer, je sais pas, peut-être une journée par semaine. C'est sûr que voilà, c'est comme Instagram. J'imagine qu'au départ, maintenant vous avez certaines routines, vous savez déjà un peu plus de choses, vous maîtrisez aussi plus l'outil. Donc c'est ça aussi l'idée d'être accompagné. Quand je propose l'accompagnement, c'est que voilà, faut se booster, faut avancer, faut y aller step by step, faut prioriser aussi. Sur quoi on doit avancer. Donc voilà. Ouais. Non, mais je suis d'accord avec toi. Bon, il faut se mettre les bons objectifs et après se lancer. Et le parallèle avec Instagram, on le sait tous que Insta, c'est assez chronophage. Donc là, l'idée, c'est pas à tout prix de se lancer sur un Pinterest, mais plutôt de dire, si on est prêt à valoriser son contenu sur un autre support, à prendre un petit peu de temps pour se former et voilà, progresser sur un nouveau support. Encore une fois, dans un objectif très clair, c'est un vrai apport de trafic. Et ça se trouve, Pinterest vous apportera bien plus de trafic que Google, par exemple. Parce que Google, il y a quand même une multitude de sites web qui peut-être sont plus pertinents sur certaines requêtes, certains mots-clés. Parce que c'est le principe de fonctionnement de Google. Si vous n'apparaissez pas sur des mots-clés, parce qu'il y a trop de concurrence, trop de pages web qui parlent de sujets et qui sont plus pertinentes que vos pages à vous, vous n'aurez jamais du trafic de Google. Alors que ce qui intéresse potentiellement, ça fonctionne aussi par mots-clés, mais comme il y a l'aspect visuel, il y a aussi plus de résultats. On navigue certainement plus facilement
dans le feed que sur une page de résultats de recherche. On n'a pas à lire, etc. Donc, c'est vrai que c'est quand même une approche assez différente. Même si la base, c'est la recherche de mots-clés. Bon, même si on te pousse du contenu aussi par rapport à tes épingles déjà enregistrées et tout ça. Oui, c'est ça. Et oui, petite parenthèse aussi, c'est que c'est vrai qu'en travaillant aussi sur Pinterest, j'imagine que vous-même, quand vous tapez des mots-clés sur Google, par exemple, je suis sûre qu'aujourd'hui, si je tape tuto, crochet, do it yourself, imaginons, les premiers liens qui vont arriver, ça va être Pinterest avec des tableaux qui vont me renvoyer, vers des épingles hyper thématisées sur des tutos de crochet. Et ça, du coup, ça fait une pierre deux coups, j'ai envie de dire, parce que si vous avez l'occasion d'arriver dans les premiers résultats avec Pinterest sur des tableaux ultra thématisés, ben c'est tout bénef en fait pour vous. Non seulement sur Pinterest, vous arrivez certainement dans les premiers résultats, mais en plus de ça, sur Google. Ouais, t'as raison, c'est vrai. Ouais. Et donc, pour bien référencer aussi justement ces épingles, on fait attention à bien rédiger ces épingles avec les mots-clés qui caractérisent notre épingle. Oui, c'est ça. Après, bon, c'est la version brève, on va dire, de bien avoir les mots-clés, etc. C'est vraiment une démarche qu'il faut prendre le temps de faire pour bien attribuer différents mots-clés sur un contenu. C'est aussi possible. Par exemple, si on prend le tuto crochet, je vais vraiment utiliser un exemple concret. Le tuto crochet, quand j'étais débutante, j'ignorais complètement que ce que je faisais, c'était des amigurumi. Et encore aujourd'hui, j'oublie tout le temps comment ça s'appelle. Et donc, j'ai tapé tout simplement peluche, crochet, facile, ou quelque chose comme ça, quoi. Et ou alors je tapais le nom de l'animal que je voulais faire, par exemple toucan, crochet, enfin voilà. Et je n'avais aucune idée. Et parfois, je tombais sur des épingles et je me suis dit, mais pourquoi je suis pas tombée dessus? Ça correspond exactement à ce que je voulais. Pourquoi? Parce qu'en fait, cette personne-là, c'était apparemment obstinée à se référencer absolument sur amigurumi. Ce qui est bien, mais c'est aussi important de varier ses mots-clés où la personne ne va pas forcément taper les mêmes mots-clés. Et ça, c'est pareil finalement pour votre site internet. Si vous avez fait un petit peu ce travail de SEO, vous êtes certainement aperçu qu'il y a des personnes qui arrivent sur les mots-clés que vous pensez, tuto crochet, mais sur d'autres mots-clés que vous n'avez peut-être pas soupçonnés. Exactement, ouais. Oui, donc finalement, ce travail qu'on fait en référencement naturel, en SEO, c'est important de le poursuivre sur Pinterest, dans la description de ces épingles. Et alors, on évite d'écrire des mots-clés les uns à la suite des autres. On fait des phrases en français, comme en référencement naturel. On est d'accord. Bon. Oui, on est d'accord. Concrètement, finalement, quand on regarde en arrière, on regarde sur Google, par rapport à Google, notamment sur les moteurs de recherche, on va voir le même historique finalement sur Pinterest. Il y a eu des abus, il y a eu du duplicate, il y a eu du spamming, machin, enfin, tu vois. Et peut-être que vous êtes, vous vous souvenez des mots-clés un peu partout dans les textes, etc. Aujourd'hui, ça ne marche plus comme ça, et c'est aussi le cas sur Pinterest. En tout cas, c'est pas du tout durable. Vous allez complètement être mis de côté au bout d'un moment parce que Pinterest va s'en rendre compte. Donc, vaut mieux être honnête et écrire des belles phrases, donner envie et bien sûr d'insérer des mots-clés, mais de façon naturelle, c'est-à-dire sans se forcer. On va mettre les combinaisons qui vont bien, mais on va pas le mettre 15 fois dans la même pin description, par exemple. Ouais. Voilà. Et alors, si j'essaie de me lancer dans ce qu'on appelle en termes de référencement le keyword stuffing, donc c'est-à-dire je me fourre du mot-clé un peu partout, genre découvrez mon tuto au crochet. Avec ce tuto crochet facile, vous pourrez faire vos propres animaux en crochet. Et là, je vais être à court, mais en gros, vous aurez compris, on va essayer de mettre tuto crochet 15 fois dans 20 mots, quoi. Voilà, c'est vraiment cette idée d'abuser sur les mots-clés. Et pour raconter une anecdote aussi, je pense que tu faisais allusion en référencement naturel. Les tout débuts des abus en référencement naturel, c'était cette merveilleuse idée de mettre du texte en blanc sur un fond blanc. Ouais. Donc, ce qui fait que les internautes ne le voyaient pas et que c'était vraiment à destination des moteurs de recherche. Mais ça, les moteurs de recherche ont vite arrêté et ont vite réussi à détecter toutes ces manipulations frauduleuses, parce que justement Google, et donc c'est pareil pour Pinterest, etc.,
veut pas que vous manipuliez ces résultats, quoi. Et pour l'anecdote, il y a eu des choses aussi similaires sur Pinterest. Donc c'est ce que tu dis sur la pin description du stuffing, mais sur l'image, à savoir que Pinterest peut lire des images. Donc le texte qu'il y a sur les images. Ouais, le texte sur les images et peut comprendre l'image, comme Google, peut-être pas aussi finement Google parce que c'est pas les mêmes algorithmes, etc. Mais l'idée est là, c'est qu'il peut lire, il peut comprendre l'image. Donc il y a eu aussi tuto crochet sur toute l'image. Donc je sais même pas c'est qui cliquait dessus parce que moi personnellement je n'aurais pas du tout envie, mais c'était ça aussi, ça a été ça à un moment aussi. Ouais. Ouais, donc finalement, ce qui marche de tout temps, c'est de faire les choses avec du bon sens et les faire proprement. De faire Exactement. des belles images avec du bon texte écrit en français, sans faute d'orthographe. Enfin voilà, la base quoi. Bon, ça marche. Eh ben écoute, super. J'espère que ça aura donné envie aux auditrices du podcast de se lancer, donc à toutes les créatrices qui veulent essayer de tirer profit d'une manière ou d'une autre de Pinterest, soit peut-être simplement pour développer leur notoriété avant de vendre ou dans l'objectif de vendre, soit effectivement simplement dire je vais vendre davantage grâce à Pinterest finalement. Parce qu'il n'y a pas de raison que ça fonctionne pas. Exactement, c'est ça. Alors, si on résume, on commence par quoi, Cécilia ? Si on résume, il faut poser les bonnes bases, il faut appréhender correctement dès maintenant Pinterest d'un point de vue personnel si on ne connaissait pas encore la plateforme et d'un point de vue professionnel, c'est-à-dire d'avoir l'œil du lynx, j'ai envie de dire, c'est-à-dire quelles épingles, pourquoi cette épingle m'a interpellée, pourquoi j'ai décidé de cliquer dessus, qu'est-ce qui est aujourd'hui, comment j'ai fait pour trouver cette épingle, en fait voilà, se mettre dans la peau du créateur de contenu et de voir concrètement qu'est-ce que vous pouvez faire pour votre activité, pour vendre vos créations, vos tutos. Je vous encourage vraiment déjà à commencer de cette façon et ensuite à construire votre compte parce que c'est vrai que on a les tableaux qui vont quand même être permanents finalement. Bon, on peut les modifier et tout ça, mais l'idée c'est qu'ils soient là quand même, qu'ils restent là pendant un moment. Donc l'idée c'est commencer à réfléchir, quelles thématiques je peux mettre en avant sur mon compte. Et déjà, c'est un bon début. Eh ben, c'est super. Et j'adore ce côté permanent. Finalement, c'est aussi un des rares endroits où le contenu, plus on ajoute de contenu, plus finalement ça valorise notre travail et ce travail il reste. Parce qu'il y a quand même rien de plus éphémère qu'un post Instagram. Alors une story, n'en parlons pas. Et pareil sur Facebook, qu'un tweet, etc. Et finalement, Pinterest, ça reste une collection de photos qui sera toujours là. Oui, mais tu fais bien de le souligner, vraiment, c'est clair, c'est que un post Insta, c'est entre 24 heures, 48 grand maximum d'engagement. Bien sûr, il reste sur votre feed, Facebook n'en parlons même pas. Mais Pinterest, le chiffre qu'il nous donne, c'est 105 jours où on peut où le pin reçoit de l'engagement. Donc où l'épingle vit. Donc c'est-à-dire qu'elle peut devenir virale au début et puis s'éteindre entre guillemets et puis revenir. Donc oui, c'est la durée d'une épingle sur Pinterest n'est pas comparable par rapport aux autres plateformes, ouais. Bon, allez, c'était le dernier argument, s'il vous en fallait un, pour vous convaincre effectivement qu'il faut se lancer sur Pinterest. Bon, et puis on est au mois de juillet. Alors, en même temps, je vais pas publier tout de suite l'épisode. Donc, on va pas se dire qu'on va profiter de l'été pour se lancer sur Pinterest. Mais voilà, dans un petit temps mort, comme le dit Cécilia, déjà démarrer pour votre propre utilisation. C'est vrai que si je fais un dernier parallèle avec moi, j'ai eu une grosse période Pinterest. Je sais plus vraiment à quel moment de ma vie, mais j'ai eu une grosse période Pinterest. Et puis après, Instagram a pris vraiment beaucoup de mon temps. Et du coup, je me rendais compte aussi justement que j'allais plus tellement sur Pinterest. Donc voilà, il faut se remettre un peu dans Pinterest. Encore une fois, si ça correspond à nos objectifs, il n'y a pas d'obligation. Et puis voilà, on s'y remet tranquillement. Est-ce qu'on peut poser des objectifs un peu
justement quantifier par rapport à ça pour dire bon, ok, j'investis du temps, mais l'objectif à terme, c'est que j'ai, par exemple, je dis n'importe quoi, 1000 visites supplémentaires sur mon site depuis Pinterest dans quelques mois. Et alors, si on veut essayer je suis pas sûre que ce soit la démarche des créatrices, mais si on veut essayer de rationaliser un petit peu cette approche, on peut aussi se dire bon, alors j'ai X visites habituellement sur mon site. Sur ces X visites, j'ai X achats, X ventes qui sont réalisées. Donc j'ai un taux de conversion donc c'est le nombre d'achats sur le nombre de visites. Admettons, allez, 1%, ce qui est déjà honorable. Donc si j'ai 1% de taux de conversion, ben, je me dis, ben voilà, avec ces 1000 visites supplémentaires, ben, j'aurai X achats de plus. Voilà, donc ça peut peut-être vous permettre de vous donner un objectif assez quantifiable comme ça, de finalement de dire ben, j'investis du temps, mais je devrais pouvoir récupérer un peu d'argent sur ce temps. Ouais, c'est clairement une bonne idée. Voilà, le nombre de visiteurs, la conversion qui va derrière, le nombre d'emails récupérés. Mais c'est ça aussi, c'est aussi l'idée, c'est de se préparer son site internet. Est-ce qu'aujourd'hui votre site est bien responsive? Je sais que c'est peut-être un b.a.-ba, peut-être pour beaucoup d'entre vous, mais peut-être pas. C'est que sur Pinterest ou alors même Instagram, c'est que les personnes viennent depuis un mobile. Donc si aujourd'hui votre site est impraticable ou vraiment c'est une catastrophe pour passer à l'achat, ben moi j'ai envie de vous dire sur Pinterest ça va pas arranger les choses. Enfin c'est un peu dommage finalement que des personnes puissent pas passer à l'action sur votre site. Clairement. Et ensuite de ça, oui, voilà, le trafic, la conversion. On peut se fixer aussi un certain nombre d'épingles à créer par création. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai une création d'aquarelle, bah aujourd'hui, il me faut un minimum de 5 épingles par rapport à cette création. Et déjà, on va pouvoir avoir un certain panel finalement de visuels. Et vous voyez, vous analysez peut-être qu'il y a même des types d'épingles qui marchent le plus. Donc ça, c'est clairement un bon début pour progresser. Bon, bah écoute, génial. Je suis sûre qu'on aura convaincu plein de personnes. J'espère. Cool. Venez nous raconter ça en commentaire de l'épisode. Clairement, ouais. Clairement. Ça serait chouette de nous montrer ça. Toi, Cécilia, donc alors t'adores le crochet. Et est-ce que donc déjà, je t'invite à aller écouter l'épisode avec Happy Crochet, etc. Ok. Tu connais pas encore, c'est le 25. Et sur cette partie de ton alors pas sur le crochet, mais sur la partie plus pro de ton activité, tu fais du coaching, des formations, de l'accompagnement aussi des entreprises. Est-ce que tu es en train aussi de rédiger peut-être des e-books? Il me semble que quand on visite ton site web, on peut aussi déjà télécharger des choses un peu gratuitement pour se mettre un peu le pied à l'étrier. Oui, c'est ça. Je vous propose donc plusieurs ressources gratuites qui sont disponibles sur le blog digitoucan.com et donc notamment une boîte à outils Pinterest. L'idée, c'est de savoir quels sont les outils indispensables pour utiliser Pinterest et pour gagner du temps. Le tableau de bord Analytics Pinterest où là vraiment vous allez faire 2 clics, je vous promets, 2 clics pour voir ce que vous rapporte aujourd'hui concrètement comme trafic Pinterest. Et enfin, je propose aussi un guide pour créer des épingles aux bonnes dimensions. Mais c'est un calvaire à chaque fois de trouver les dimensions pour les réseaux sociaux. Enfin, personnellement, c'est une cata pour moi. J'en ai marre de chercher. Ouais, pareil. Donc, l'idée de répertorier ces formats. Et enfin, ce que je vous propose aux auditrices et aux auditeurs du podcast, c'est de retrouver une checklist, en fait, un résumé au final de tout ce qu'on vient de dire sur digitoucan.com/fait main, comme le nom du podcast. Oh, c'est trop bien, c'est trop mimi. Cool. Et Digitoucan, voilà, comme un digital et le toucan. Et avec plaisir, vous pouvez télécharger cette ressource pour vous. Voilà. Ouais, c'est trop bien. Et c'est parfait. J'ai rien à ajouter, j'ai en train de réfléchir, mais non, c'est super. Oui, non, je vais quand même te poser la question. Tu éditerais un livre, tu vois, un petit peu comme justement le guide Instagram d'Aurélie Moulin. Ça fait partie de tes sujets en cours?
Sincèrement, pour l'instant, non. En fait, cet été, là, parce qu'on est en mois de juillet, je me concentre sur la création d'une nouvelle formation en ligne spéciale Pinterest. Et donc, pour l'instant, non, ce n'est pas une priorité. J'aimerais bien, je trouve que c'est intéressant. Peut-être que, dites-moi si vous serez intéressé par un livre, au lieu des articles, etc., d'un format un peu finalement qui change et non qui ne change pas au final, qui est quand même le livre. Pour l'instant, ce n'est pas dans les prios. Voilà. Ouais. Ça marche, ok, bon bah super. Bon écoute, merci beaucoup Cécilia de ton temps, de tous ces conseils. Et puis évidemment, on se retrouve sur ton site digitoucan.com.fr. Digitoucan.com, ouais. Donc on se retrouve sur ton site digitoucan.com. On te retrouve sur Insta, mais si on vient quand même discuter avec toi sur Insta, même si c'est pas ta plateforme préférée. Oui, c'est ça. On discute ensemble sur Instagram sans souci. La petite nuance, c'est que c'est Digitoucan avec le petit tiré du bas. Et sans souci, je reste disponible sur Insta pour échanger, ouais. Eh ben super. Eh ben écoute, merci beaucoup encore une fois Cécilia, et puis à bientôt. À bientôt, avec plaisir. Me revoici. Pour poursuivre la conversation et bénéficier de tous les conseils Pinterest de Cécilia, rendez-vous sur son compte Instagram Digitoucan. De mon côté, je vous invite évidemment à me rejoindre sur Instagram si c'est pas encore fait, mais également à soutenir mon travail sur mon compte Tipeee. Je viens tout juste de le lancer et l'idée est de pouvoir commencer à payer quelques frais du podcast avec ces tips. Les tips, c'est des pourboires en anglais, donc on est bien dans cette idée de petites contributions pour marquer votre soutien. Et si vous avez aimé cet épisode, il y a de fortes chances que les autres conversations avec des artistes et des entrepreneuses créatives vous plaisent. Consultez mon site podcastfemain.fr pour retrouver l'intégralité des épisodes et les écouter directement sur le site, évidemment aussi sur votre appli de podcast préféré ou sur ma chaîne YouTube. Et comme d'habitude, si vous appréciez le podcast, laissez-moi une note et un commentaire sur Apple Podcasts ou iTunes, ça m'aidera énormément à le faire découvrir à une communauté plus large. Et une story sur Instagram, c'est évidemment très sympa aussi. Et voilà, les stories qui me touchent le plus, c'est celles où je vois que vous créez pendant que vous nous écoutez. Et ça, c'est génial. Prenez soin de vous et à bientôt pour un prochain épisode.